Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et nous sommes bien sûr sur Sud Radio. On parle beaucoup du terme d'emprise, il est très très utilisé, souvent sans doute à juste titre. Néanmoins, je pense que dans une relation sexuelle et d'autant plus dans une relation où on est particulièrement amoureux, l'emprise est inévitable puisque quand on aime quelqu'un, eh bien ce dernier a forcément une certaine prise sur nous. Mais entre l'emprise légère, qui peut être tout à fait sympathique si l'autre ne s'en sert pas pour profiter de nous, et l'emprise toxique, il y a certainement beaucoup de différences, et c'est avec Jean-Charles Bouchou que nous allons essayer de voir quelles sont ces différences. Jean-Charles Bouchou, moi je l'aime beaucoup parce qu'il nous rappelle toujours que dans une relation à deux, eh bien les deux ont leur part de responsabilité, et donc on va voir quelle est la part de responsabilité de chacun dans une emprise. Si vous avez envie de nous raconter jusqu'où vous avez été pour votre amoureux ou votre amoureuse, eh bien c'est le moment ou jamais de venir témoigner, et bien sûr je vous invite à venir poser vos questions en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux livres. Votre premier grand succès, c'était Les pervers narcissiques. Tout à fait, oui. On parlera d'ailleurs avec vous des PN, comme on dit aujourd'hui, demain. Ouais. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur la question de l'emprise, parce que c'est un sujet qu'on met un petit peu à toutes les sauces en ce moment. Et il me semble que c'est quand même important de rappeler que forcément l'emprise entre gens qui s'aiment. Si je suis amoureux de quelqu'un, j'ai peur de la perdre ou de le perdre. Je pense, oui. Donc effectivement, quelque part, il peut avoir une emprise ou elle peut avoir une emprise sur moi. Mais logiquement, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que de la même façon, mon compagnon ou ma compagne est amoureux de moi et donc je vais avoir une emprise sur lui. On parle aussi beaucoup de l'emprise du professeur sur ses élèves, du maître, du psychanalyste sur son patient. Exactement. C'est pas une emprise, hein. Nous avons une posture qui fait qu'effectivement il y a une admiration, qui fait qu'effectivement on pourrait éventuellement profiter de cette posture pour obtenir des choses, ce à quoi on renonce quand on adhère à une déontologie. Absolument. C'est essentiel. Mais ça n'empêche pas que le patient peut être sous emprise, même si vous êtes tout à fait respectueux en tant que psychanalyste. Oui, mais alors, ça sera une emprise entre lui et lui, parce que moi, je ne lui demande rien. C'est-à-dire que moi, je vais plus d'abord parler du psychanalyste. Le psychanalyste ne partage pas son désir. Donc, il peut pas être, le patient peut pas être sous emprise. Mais il peut avoir un sentiment d'emprise. C'est pour mon thérapeute, je donnerais n'importe quoi. Mais on voit bien que c'est dans le psychisme du patient que ça se joue. Et d'ailleurs, on le voit aussi quand on est une personnalité publique, comme moi. Je vois bien que parfois, je pourrais me permettre de demander n'importe quoi à certaines personnes sous prétexte qu'ils sont prêts à tout. Oui, ils sont a priori amoureux. En tout cas avec une certaine impression d'être de toute façon sous emprise. Oui. Et il pourrait aller très loin. Il y a une pathologie qu'on appelle l'érotomanie, où ça peut aller vraiment très très loin, où la personne est persuadée d'être amoureuse de vous et que vous êtes amoureux d'elle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai déjà donné ce conseil à plusieurs personnalités très connues, dont je ne citerai pas les noms, qui ont la générosité de répondre quand ils reçoivent un courrier. Et en général, si on répond lorsqu'on reçoit un courrier, la personne souvent nous répond à nouveau. Et à ce moment-là, moi je ne réponds jamais parce que sinon on crée. Et vous êtes d'accord avec ça? Et parfois, certains de mes amis répondent à nouveau et à ce moment-là, on leur répond, etc. Ils créent une relation. Exactement. Et à un moment donné, quand ils ne répondent plus, la personnalité donc connue ne répond plus, le fan ou la personne qui devient particulièrement agressive. Oui, il l'insulte. C'est intéressant quand même de voir. Pourquoi m'avez-vous abandonné? C'est le titre d'un de mes livres d'ailleurs. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. C'est-à-dire que la personne a pensé créer une relation qui en fait est virtuelle, puis ça se passe sur Internet. Et au moment où vous ne donnez plus suite à cette relation, eh bien vous l'avez abandonnée. Et on est donc là dans l'angoisse d'abandon, qui est une angoisse prégnante dans toutes les problématiques narcissiques, pas seulement vers les pervers narcissiques, mais même les victimes, toutes ces personnes-là. Elles n'ont qu'une peur, c'est d'être abandonnées. Donc on voit bien que, comme vous le dites toujours, les deux sont responsables finalement. Et puis on sait aussi, par exemple, dans l'hystérie, la personne elle a besoin de vous poser sur un piédestal, et au moment où ça va l'arranger, alors elle est vraiment dans la toute-puissance, elle va au contraire vous dire, comme vous le disiez, elle va vous insulter en disant vous êtes tellement décevant, vous ne valez rien, vous êtes nul.
Bon, c'est son problème de toute puissance, quoi. Il faut pas rentrer dedans. Oui, non, mais on a cette capacité, nous, en effet, de comprendre que ça parle de l'autre et non pas de nous-mêmes. Mais en même temps, c'est pas si simple pour quelqu'un qui n'a pas un peu. John Lennon a été tué, je crois, par une personne qui était amoureuse de lui. Je crois, oui, je crois. Dans le champ de l'érotomanie. Donc ça peut aller très très loin. Sans doute qu'il l'avait repoussé à force d'être harcelé. Sans doute, ouais. Où il avait fait des choix qu'il n'aurait pas dû faire, où il n'aimait pas la bonne personne. Enfin bon, on ne sait pas ce qui se passe dans le psychisme de l'autre. Hein. Non, c'est bien. Et c'est pour le coup ce qui est inquiétant, cette personne-là aimerait que nous soyons sous son emprise. Et comme nous refusons, nous devenons le mauvais objet. Exactement. Et ça, on le voit aussi dans des relations sur Internet assez virtuelles, où comme parfois ça s'échange, etc. Puis tout d'un coup, il y a une sorte de rejet violent. Oui. Et là, c'est pareil. Oui, au tout début où j'ai écrit Les pervers narcissiques, j'avais créé entre guillemets, un groupe de parole dans un réseau social, mais c'était juste une abomination. Les gens finissaient par s'insulter. Alors que l'objectif, c'est pas ça du tout. Donc, c'est terminé. J'ai clôturé cet espace de parole. Et puis maintenant, quand je crée un groupe de parole, c'est un vrai groupe de parole où les gens se voient, se rencontrent, et où il y a une personne qui est garante du cadre. Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs le problème des réseaux sociaux. Il n'y a personne qui cadre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de modérateur, ou alors c'est des robots. C'est très très surprenant, les robots qui vont repérer un mot ou qui vont repérer une photo qui n'a pas le droit d'exister. Si vous publiez l'origine du monde, par exemple, vous êtes exclu du réseau social. Mais si vous insultez l'autre, non, ça passe très bien. Sauf certains mots très très violents qui sont repérés par les robots. Mais il faut mettre des fautes dans le mot, je crois. Il y a des gens qui font ça très bien, qui remplacent les A par des arrobases, des choses comme ça. Oui, à ce moment-là, le robot, par les robots. Bien sûr, puisque ce n'est pas le mot qui est... Ah, c'est vicieux. Hein. Oui. Bon, bref, toujours est-il que l'emprise, c'est quelque chose qui veut à la fois pas dire grand-chose. C'est très difficile finalement de donner la définition de l'emprise. Non, je trouve que le mot emprise est un mot fort quand même, malgré tout. Si je suis amoureux, l'autre a une emprise sur moi dans une certaine mesure. Puis je lui permettrai pas de faire n'importe quoi, hein. De toute façon. Nous en parlerons demain, dans le champ de la perversion narcissique. Vous avez une personne qui va vous dire « je t'aime, tu es merveilleux, tu es formidable », et puis dans le même temps, ses actes prouvent le contraire. Alors on est pris dans une sorte de paradoxe, et il va falloir à un moment donné se rendre compte que si on veut continuer d'être sous emprise, il faut accepter les insultes, par exemple. Et en contrepartie, on nous dira « je t'aime ». Enfin bon, on voit bien qu'on est dans le champ de la folie, hein. Bon, en tout cas, l'emprise au sens sympathique du terme, c'est un peu notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est ? Parce que après tout, quand on est amoureux, on est capable de faire des folies pour l'autre, et pourquoi pas ? C'est pas désagréable finalement. On se fait plaisir. Mais de toute façon, on se fait plaisir en faisant plaisir à l'autre, hein. Exactement. Ouais. Et puis il faut toujours rappeler que finalement la folie, c'est aussi une question très subjective. Oui. Et c'est pas mal d'être un peu fou. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout en prenant soin de soi et en prenant soin des autres. Exactement. Donc on va être un petit peu fou pendant ces 2 heures. Et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchot est avec nous, psychanalyste. Je rappelle aussi ce livre que vous avez écrit, je crois que c'est le dernier d'ailleurs, Les violences invisibles. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, qui est tout à fait intéressant parce que, en effet, on est parfois dans une violence, mais qui n'est pas suffisamment forte, c'est-à-dire c'est peut-être une parole blessante. C'est comme ça que j'avais pensé Les pervers narcissiques à l'époque où je l'avais écrit, il y a déjà 15 ans. Et des personnes m'ont appelé en me disant, moi je suis avec quelqu'un, je me rappelle le premier témoignage que j'ai reçu, c'est une dame me disait, mon mari est un pervers narcissique, je viens de me rendre compte que chaque matin il me fait un café et il met du détartrant dedans. La machine. C'est pas drôle, excusez-moi. Non, il était en train de l'empoisonner. C'est pas du tout un pervers narcissique, ça c'est un psychopathe. Non, le pervers narcissique, il est souriant, il est sympathique. Il vous séduit, il vous dit qu'il vous aime, mais son comportement, par exemple, va démontrer le contraire. Et là, on rentre dans une violence qui est terrible parce que vous êtes tellement attaché à la parole que vous entendez et vous comprenez pas pourquoi ça marche pas, vous êtes mal, vous vous sentez mal et de pire en pire. Donc c'est une violence invisible, a priori. Donc c'est votre dernier livre qui est Les violences invisibles. Le Courrier du Livre. Nelly, bonjour. Bonjour Jean-Charles, bonjour Brigitte. Bonjour Nelly. Merci de témoigner.
Eh bien, avec plaisir. Alors moi, je suis pas du tout sur de l'emprise violente, enfin ce que vous venez à l'instant de décrire. Je me suis plus retrouvée sur ce que vous avez décrit en début d'émission. Moi, je suis encore d'ailleurs sous emprise, mais c'est une emprise très amoureuse et mais d'un amour qui n'est pas possible. Et c'est intéressant. Merci de témoigner justement. Oui. Ouais. En fait, c'est en 2017. En 2017, j'ai une relation pendant 7 à 9 mois avec un amant. Nous étions tous les deux dans une vie mariée, de famille, mariés tous les deux, donc il était hors de question. Enfin, l'idée, c'était absolument pas de changer de vie. On s'était rencontrés d'ailleurs sur un site spécifique d'infidèles. Mais cette relation, donc, elle est devenue très très amoureuse, très charnelle, très. Enfin bon, on s'est complètement retrouvés. En fait, ça a été une situation à la fois magnifique et en même temps un petit peu dangereuse. Donc ça a duré 7 mois. Il a fallu qu'on arrête parce que bon, pour des détails qui nous intéressent pas aujourd'hui, lui il a été découvert et donc ça a été très 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 compliqué, extrêmement compliqué pour lui. Donc il a fallu que tout s'arrête. Et depuis 2018, donc je suis toujours sous cette situation d'emprise amoureuse. Donc vous avez repris, vous avez arrêté et vous avez repris. On a arrêté. Ouais, non, on a arrêté, c'est-à-dire qu'on a officiellement entre nous deux arrêté, mais sauf que depuis, on n'arrive pas en fait à mettre un terme définitif à cette situation. En fait, je l'ai un peu pris comme une histoire comme un deuil en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression au début, ça a été inenvisageable pour moi de couper les ponts. Donc on est resté en contact. Mais juste amical, on se donnait des nouvelles, on échangeait des images de ce qu'on vivait ou autre, mais il y avait toujours beaucoup d'amour. On a évolué petit à petit dans cette relation, et puis à un moment on est revenu amants. Et puis après, là j'ai fini au bout d'un moment, mais à avancer et à dire mais je souffre en fait de cette situation parce qu'il fallait être encore plus discret, encore plus attention qu'avant, encore plus discret qu'avant. Et puis moi j'ai eu beaucoup de culpabilité parce qu'il a divorcé de sa femme, il y a eu de gros soucis par rapport à ses enfants qui ont bien sûr été montés contre lui, etc. Donc il y a eu une forte culpabilité. Donc même si la première période c'était beaucoup d'amour intense, de belles choses à partager, après il y a eu aussi beaucoup de compassion. Je l'ai soutenu, j'ai été là quand ça allait pas. Donc lui a été obligé de se séparer puisqu'il a été découvert. Vous êtes toujours en couple? Oui. Oui, donc la culpabilité, elle est peut-être aussi due au fait que quelque part vous êtes en couple. Mais c'est vis-à-vis de votre conjoint. Alors c'est un petit peu particulier, c'est un peu bizarre parce qu'en réalité, lui, il s'est fait découvrir à un moment où il est devenu beaucoup moins prudent parce que je lui ai dit, vu ce qu'on vit en ce moment, tu ne vas jamais quitter ta femme, il n'y a pas de souci, je sais très bien, mais moi par contre, je me rends compte que ce qu'on vit là, je veux le vivre dans un quotidien, donc je vais quitter mon conjoint. Et ce qui s'est passé, c'est que cette décision que je prenais et dont je lui parlais, parce que je disais, sache que quand je le quitterai, je te quitterai toi aussi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais je lui disais parce qu'on était très sincères et très ouverts et qu'on avait de très grandes discussions. Oui. Et en fait, c'est là où on a voulu un peu vivre le maximum de ce qu'il y avait à vivre et où je pense on s'est complètement enflammé et c'est allé. On était beaucoup trop sur un nuage et je pense que ça s'est vu en fait dans notre entourage et en particulier chez lui. Donc en réalité, quand tout s'est effondré d'un coup, moi j'ai été extrêmement malheureuse. Je me rappelle que ça m'avait tordu le ventre tellement j'étais effondrée. Et lui, donc il a essayé de reconstruire son couple pendant 1 an. Et c'est pour ça qu'on s'est éloignés. Et ensuite, il a rencontré quelqu'un d'autre, etc. Mais moi, pendant cette période, ça m'a complètement enlevé ma confiance en moi et j'étais tellement dans la culpabilité qu'il n'était plus question pour moi, j'avais plus d'énergie pour m'occuper de moi, de mon renouveau, etc. J'étais complètement concentrée. Voilà, donc c'est comme si cette emprise, c'était aussi le fait que je m'effaçais un peu et je ne vivais plus que par. Mais vous êtes toujours avec votre conjoint ou pas là? Oui, d'accord, d'accord. Si. Et donc c'était d'autant plus compliqué de quitter son emprise. En fait, il a fallu que j'essaye de me reconstruire moi, de reprendre confiance en moi sur plein de choses pour me permettre à la fois
d'envisager de quitter mon conjoint, parce que c'est toujours quelque chose que je pense nécessaire un jour, mais pour l'instant c'est pas envisageable tant que mes enfants sont à mon domicile. Je me suis rendu compte que ça ne collait pas avec mes valeurs et que je n'y arriverais pas. Et donc il y avait plusieurs deuils à faire pour moi en même temps. Et bon, peut-être que j'ai un petit peu mélangé aussi les deux dans mes réflexions. En tout cas, ce qui semble intéressant, Nelly, c'est que j'ai pas l'impression que cet homme vous a mis sous emprise, mais j'ai l'impression que vous vous y êtes mis un peu toute seule. Jean-Charles Bouchoux, je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte. Plutôt que de parler d'emprise, nous devrions parler d'état amoureux. Parce qu'effectivement, il y a un sentiment d'emprise, mais c'est pas l'autre qui vous a mis sous emprise, c'est vous qui vous y êtes mis tout seul. Ce qui j'entends d'intéressant, ce que je pense qu'a vécu ce monsieur, c'est ce qu'on appelle un conflit interne. Il se peut que j'ai en même temps envie de quitter mon couple pour retrouver ma liberté, par exemple, et en même temps j'ai envie de rester, par exemple pour les enfants ou parce que c'est confortable. Et donc il y a un conflit interne qui se produit. Alors je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut inconsciemment, sans même m'en rendre compte, pour me faire découvrir. Le but étant de se faire découvrir pour que les choses volent en éclats et être enfin libéré en disant, c'est ce qu'on appelle un acte manqué. C'est un acte manqué, un acte manqué réussi. Voilà. Oui. Parce que là, du coup, c'est pas lui qui la quitte, c'est elle qui le quitte. Oui. Et pour en revenir à la phrase, je reste pour les enfants, je suis pas certain. Alors je sais pas quel âge ont les enfants. 21 et 17 maintenant. Oui, d'accord. Donc s'ils sont sevrés, je pense que ça doit être le cas. Quand on dit je reste pour les enfants, on dit je perds ma liberté pour leur montrer que je les aime. Ben non. Non, moi je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, c'est de suivre son instinct, c'est d'aller là où c'est bon pour nous, et de dire aux enfants, tu vois, par exemple, je sais pas, j'aimais ton père, mais là je ne me sens plus bien à la maison, je décide de prendre soin de moi. Quel est l'enseignement qu'on donne aux enfants? C'est tu peux prendre soin de toi. Mais justement, c'est là-dessus, quand je parlais en fait, j'ai beaucoup avancé, j'ai fait plusieurs thérapies, je suis même allée voir un addictologue. Alors justement, est-ce que dans ces thérapies que vous avez faites, Nelly, vous avez compris de quoi vous avez peur? Parce que quand on a des bonnes excuses comme je reste pour les enfants, oui, c'est généralement parce que on a peur de la liberté qu'on n'ose pas prendre, oui, et à ce moment-là, on se trouve de vraies raisons de rester. Et est-ce que donc justement vous avez analysé vos peurs avec les thérapies que vous avez faites? Parce que je crois que c'est ça c'est ça qui vous donnera la réponse de vos choix. Quelquefois, un couple où on ne sent pas tellement d'amour, il a quelque chose de rassurant aussi. S'il me quitte à la fin, c'est tant mieux. Et puis peut-être qu'il me quittera pas. Et voilà, il y a quelque chose de confortable en apparence. Alors que de partir pour aller vivre sa passion, c'est prendre le risque de se casser la figure. Moi je disais ça déjà pendant le Covid, je sais pas si vous vous souvenez, on nous disait restez chez vous, ne vivez pas, comme ça vous ne serez pas mortel, vous ne risquerez rien. Bah oui, mais moi je prends le risque d'être vivant, et en étant vivant, effectivement, je réalise que je suis mortel. Justement, c'est là où je faisais le parallèle avec le fait d'avoir arrêté de penser à arrêter mon couple quand mon ex-amant s'est retrouvé en grosse difficulté. C'est qu'en fait, j'avais ce projet-là, et quand c'est arrivé, c'est comme si j'avais perdu toute ma confiance en moi, toute mon estime de moi. Et le travail que je fais en thérapie, pour répondre à votre question, Brigitte, ça a été justement d'essayer de retrouver de l'amour pour moi. Mais est-ce que vous avez compris ce qui vous a fait perdre votre estime de vous-même? Parce que là, je comprends pas bien, moi. Vous êtes aimé par un homme qui va jusqu'à risquer de mettre son couple en danger, et c'est ce qui s'est passé. Vous avez un homme avec qui vous êtes, qui visiblement vous accepte malgré tout. Donc, qu'est-ce qui vous fait perdre votre estime de vous-même, là? Alors quand il a été découvert, j'ai vraiment eu pour moi, j'avais bousillé une vie de famille, j'avais bousillé l'innocence d'enfant j'ai vraiment. Mais ça réactive autre chose. Vous n'avez pas le pouvoir de ça. Repensez bien que c'est son choix. Il est adulte, il a choisi de venir vers vous, il a choisi de se mettre en danger, et il a choisi, étonnamment, peut-être inconsciemment, de se faire prendre. Alors, c'était son idée, hein. Nelly, je crois que là, ça réactive quelque chose de votre propre vie, de votre propre passé. Prenez le temps un peu de réfléchir, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et c'est vrai que l'état amoureux nous met parfois dans des états qui ressemblent à une sorte d'emprise, comme si on n'avait plus de pouvoir sur sa vie. Et Nelly, on a donc écouté votre témoignage. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à quoi ça fait écho, tout ce manque d'estime de soi par rapport à ce que vous avez traversé? Alors, mes parents ont divorcé quand j'étais âgée. Et l'exemple que j'ai d'eux, c'est qu'ils sont pas plus heureux maintenant. Donc, je me suis posé la question pendant la pause. Et je pense qu'il y a une part de moi qui me dit, si c'est pas, autant si ça avait pu être possible avec lui, c'était un tel bonheur intense que j'aurais fait avec grand plaisir de prendre ce pari-là, en sachant que peut-être ça n'aurait pas été aussi génial dans une vie non clandestine, ça c'est sûr, mais en tout cas, j'avais un tel bonheur avec lui que déjà d'une part, j'imaginais pas trouver un tel bonheur par ailleurs. Et mes parents, donc ma mère en particulier, m'a montré un exemple. Aujourd'hui, elle n'est pas plus heureuse, elle est libre, mais c'est compliqué. La vie est très compliquée pour elle. Et je me disais, je pense, si je dois pas être plus heureuse, pourquoi faire souffrir toute la famille et faire éclater, et faire souffrir mon conjoint et les enfants. Et je pense qu'il y avait aussi que avant de décider cette infidélité, il y avait un très grand vide en moi. Et cet amant-là m'a permis de le combler avec une telle vivance. Il y avait tellement de vie du coup en moi que je me sentais la compétence et la force de prendre ma vie à bras le corps et de prendre des risques. Mais une fois qu'il est parti, et vu tout ce qui a été détruit de son côté, mais pas du mien, ses enfants, sa famille, ce que je ne voulais pas, ça a été détruit de son côté. Et du coup, ça m'a mis à nouveau totalement vidé. Et en plus, il était plus là pour. On s'est soutenu d'une certaine manière, mais il était plus là en plus. Et c'est pour ça que moi, le phénomène d'emprise me parlait. C'est parce que je suis tout le temps depuis ce moment-là en train de rechercher sa présence. Donc, on continue à s'écrire, etc. Parce que c'est un peu votre bouée de sauvetage. Je pense que avant de le rencontrer et avant de tomber amoureuse, vous aviez un fond un peu déprimé, et il a permis d'aller mieux. Sauf que mais on peut se demander aussi, Nelly, est-ce que le fait de commettre une faute en trompant son mari ne participait pas un petit peu de l'excitation du moment, tout simplement? Oui, voilà. C'est tout ça. Alors, le risque, il est aussi que nous ayons un rapport clivé à la personne de l'autre sexe, la maman et la putain, on dit assez souvent, c'est-à-dire peut-être le mari qui reste à la maison, qui n'est pas très actif mais qui est bien confortable, et l'amant qui est à l'extérieur, qui lui est formidable et nous fait bien jouir. Sauf que si vous quittez votre mari pour aller vivre avec votre amant, l'amant, il devient le mari. Ah oui, non, mais je crois que vous l'avez compris, ça, oui. Oui, ça j'ai bien compris. D'ailleurs, j'avais pas le projet d'être en couple avec lui. C'était pas le projet. Et d'ailleurs, on voit bien que dès qu'il a perdu sa femme, il en retrouve une autre très facilement, ce qui montre bien la fiabilité de ses sentiments. De ses sentiments. Non, mais moi, je pense, Nelly, que ça vaudrait le coup, puisque vous êtes en thérapie, de travailler sur comment vous pouvez être à nouveau créatif de votre vie. Et puis interroger sur ses représentations masculines. Vous avez des petits frères? Non. Non, vous étiez fille unique? Non, j'ai une petite sœur. Ah, d'accord. Mais les garçons autour de moi, ça n'a jamais été facile quand j'étais jeune. D'accord. Ouais. Ça fait. Non, mais il faut que vous trouviez du sens à votre vie, que vous soyez créatif de votre vie, créatif de vous-même, pour justement sortir de cette monotonie qui devait être très très pesante avant la rencontre de cet homme. Pesante et rassurante. Oui. Moi, j'y tiens mon clivage. Oui, bien sûr, mais je pense que Nelly a intérêt. Excitant et inaccessible. Oui, mais je pense que Nelly a tout à fait intérêt à rester en famille et je pense que ça vous convient très bien. Je pense que vous auriez tort de partir. Pour l'instant, c'est quelque chose qui en effet vous rassure et vous en avez besoin.
Mais ça ne vous empêche pas, indépendamment aussi, d'être un peu plus folle, au sens qu'on le disait dans l'introduction. Oui, voyez. c'était notre pari. Soyons fous. C'est ce que j'ai essayé de faire cette année en me mettant à la danse, en faisant plein de cours de danse, voilà, en faisant pas mal de choses, et en même temps de me rendre compte au bout d'un moment que ces activités, je les fais avec des amis, mais pas avec mon conjoint. Et à un moment, je me suis fait du coup un groupe d'amis et qui m'ont proposé de partir en week-end. Et je me suis dit, mince, mais là, c'est un week-end comme si t'étais célibataire. Donc il y a aussi quand même un moment où je suis rattrapée par le côté, mais ces activités, je les fais seule, comme si j'étais célibataire. Et c'est vrai qu'il y a quand même toujours ce vide qui revient un peu, ce manque de partage, voilà. Et c'est vrai que cette personne-là, à chaque fois, ça me ramène à cette personne avec qui je pouvais vraiment partager des choses intenses qui me plaisaient. Mais Nelly, soyons clairs, on peut pas dans un couple tout partager, tout trouver. Vous avez peut-être un mari qui est super gentil, super rassurant. Bon, il est peut-être pas fun sur le plan de la fantaisie et de la créativité. Bon, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous réaliser à l'extérieur du couple. Et vous êtes parti en week-end ou pas? Alors, j'en ai fait plein. J'en ai fait avec ma fille, j'en ai fait avec des copines, j'en ai fait plein. Mais là, cette fois-là, c'était la fois de trop, je crois. Cette fois-là, j'y suis pas allée, j'ai refusé, parce que là, pour le coup, j'avais l'impression que si j'y allais, j'allais faire des rencontres, en fait. Donc vous vous méfiez de vous-même. Exactement. Oui, c'est vrai que l'infidélité, c'est quelque chose dont j'ai plus envie. Du coup, je me suis un peu brûlée. Donc, oui. Et j'avais une question quand même par rapport au sujet de l'emprise. C'est est-ce que cette emprise, elle peut être... alors c'est vrai que moi je parle d'emprise, mais du coup vous ne le voyez pas comme ça. Mais est-ce que c'est à la hauteur du vide qu'il y a en moi? Ah, c'est une excellente question. Cette sensation d'emprise, elle peut être à la hauteur du vide de la personne. Ouais. C'est un sentiment, le vide. Vous n'êtes pas plus vide ou moins vide que qui que ce soit. On est bien d'accord. C'est donc une angoisse qui est sous-jacente. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez vide? Si vous faisiez le constat que vous êtes vide? Il n'y a plus d'envie d'avancer, quoi. Il n'y a plus envie de respirer, plus d'envie d'avancer. Il n'y a plus de vie, quoi. Ouais. C'est ce qu'on pense. Non, parce que moi, j'en arrive bien sûr, à ce constat. C'est que à l'extrême, certains font le constat qu'ils sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes et dès qu'on pense, on les retrouve dans les hôpitaux psychiatriques, dans les cas les plus graves. Mais vous avez en Orient des gens qui s'assiedent en méditation, qui arrêtent de penser, qui regardent et qui disent mince, mais je suis vide, mais du même vide qui constitue l'univers. En fin de compte, nous sommes vides. Et ce constat, plutôt que de les envoyer en hôpital psychiatrique, les aide à s'éveiller. C'est le constat qu'avait fait le Bouddha en son temps. Je suis vide. Et de ce vide naît une forte compassion chez les sages et une forte angoisse chez nous, chez les autres. C'est intéressant quand même. Donc, la pratique de la méditation pourrait être une réponse. C'est ce que j'ai commencé à faire. Voilà, très bien. Eh bien, vous allez faire le constat du vide et vous allez vous apercevoir que vous êtes aussi vide qu'une étoile que vous voyez la nuit dans le ciel. D'accord, très bien. Il est écrit sur le fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». C'est peut-être là le pari. C'est l'infiniment petit qui peut devenir infiniment grand, Nelly. Et à ce moment-là, vous êtes vide d'un infiniment grand. Bon. Très bien, je vais rester là-dessus, je prends ça et je vais le méditer. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage qui est très parlant pour tous ceux qui nous ont écoutés et merci parce que je crois que ça a donné déjà beaucoup de clés. On continue avec Olivia qui nous rejoint. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci d'être avec nous Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Je suis très intimidée de vous avoir. C'est vrai? Oh, pourtant, on est si gentils. Oui, je sais, je vous écoute très souvent. Non, soyez pas intimidés. Vous avez envie de nous parler d'une relation que vous avez eue pendant longtemps? Pendant très longtemps, oui, pendant 38 ans. Oui. Où j'étais complètement sous l'emprise de mon mari. Voilà. Et ça vous amenait à la joie ou ça vous amenait à le subir? À le subir. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas l'état amoureux dont on parlait tout à l'heure. Là, on rentre vraiment dans l'emprise. Pas du tout. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Non, j'ai été... Donc, voilà, je crois que
Oui. Allez-y, Olivia, je vous en prie. Je crois que j'étais avec un menteur, manipulateur, alcoolique, qui m'a fait subir de la violence psychologique. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous a permis de sortir de cette emprise ? Ce qui m'a permis de m'en sortir, un jour je rentre du travail et je coupais un morceau de gâteau et il voulait que je le plante avec le couteau. Que vous lui mettiez le couteau dans le ventre, c'est ça ? Oui. C'est lui qui vous l'a demandé. Il m'a pris ma main. Oui, il m'a pris ma main. Et vous avez eu peur, j'imagine. Mais il a fait le geste et il me disait, vas-y, plante-moi. Oui, j'ai eu peur parce que j'aurais pu être énervée, j'aurais pu le faire, sauf que... Voilà, je sais pas, j'ai eu une... vous n'êtes pas folle, justement. Hein, vous avez... Voilà. Mais tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte qu'il était peut-être fou. Tout d'un coup, j'ai très peur. Je me suis dit, cette fois, ça aurait pu aller très très loin, cette histoire. Donc voilà, et ce jour-là, c'est là que j'ai décidé que c'était fini, terminé. Oui, c'est intéressant parce que là, encore une fois, on voit que cet homme certainement vous a fait subir beaucoup de violences à toutes sortes psychologiques et peut-être même malheureusement plus que psychologiques. Vous subissez, et c'est au moment où vous vous rendez compte que vous pourriez devenir agressive que vous préférez partir plutôt que de passer à l'acte, évidemment. Oui, et en comprenant que c'est sa demande à lui. Il lui dit, sois le mauvais objet, fais-moi mal, tue-moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le reverra encore demain, dans l'identification projective, on tente de projeter dans l'autre sa part à soi qu'on voudrait voir mourir. Et là, il n'y arrive plus, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'était passé, et il dit, tue-moi. C'est-à-dire, tue cette part en moi que je ne supporte pas, et que depuis 38 ans, je projette à l'intérieur de toi, j'imagine. Je pense... parce que voilà, je sais pas ce qui. Peut-être que Olivia, que vous aviez. En fait, oui, allez-y. Il me disait que c'est moi il disait vas-y, je sais que tu as mort d'envie. Et que il me disait que c'était moi qui avais envie de le faire, alors que pas du tout. Non, mais bien sûr, mais il avait envie de ne plus vivre. C'est pas qu'il avait envie de mourir, parce qu'on n'a jamais envie de mourir, mais il ne voulait plus vivre tellement c'est difficile de vivre avec sa méchanceté, sa violence, et à un moment donné, c'est comme ça que ça s'est traduit. Mais peut-être, Olivia, que vous aviez changé de façon d'être. Peut-être que parce que ça a quand même duré 38 ans. Donc peut-être que... Oui, 38 ans. Oui, voilà. Peut-être que pendant longtemps, il projetait quelque chose dans vous. Il disait, tu es mauvaise, je sais pas, ou c'est ce que vous appelez les violences psychologiques. C'est tout à fait ça. Et est-ce qu'au bout de 38 ans, vous n'auriez pas changé un peu en disant, ça ne marchera plus, je vais pas me laisser faire? C'est exactement ça. Voilà. Et il se retrouve porteur de sa mauvaise part qu'il avait pris l'habitude de projeter en vous. Comme ça ne marche plus, il se retrouve avec ça et il vous dit, puisque tu n'en veux plus, tu l'as. Tu le mauvais Mr. Hyde en moi, quoi, en clair. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que je pense que c'est tout à fait ça. Il a quel âge quand il vous demande de mettre le couteau dans son ventre? Il a quel âge? Il a 58 ans. D'accord, oui. 58 ans, puisque là, ça y est, on est divorcés, du coup. Ouais, vous êtes rencontrés, en plus, vous aviez 20 ans. Oh, on avait 17 ans. 17 ans, vous vous rendez compte? Ah oui. Parce qu'il y a 3 ans que c'est terminé. Voilà. Et donc, on a 38 ans de mariage et 40 ans de vie commune. Écoutez, vous avez été courageuse, Olivia. Oui, mais voilà, maintenant, je ne suis pas très bien du tout. Ah bon? C'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est très compliqué. Ouais, est-ce que vous consultez? Parce que vous pouvez vous faire aider, hein? Oui, mais je l'ai fait. Ah. Oui. Je l'ai fait. Je vais continuer là, je pense. Oui, parce que vous savez plus trop bien quel sens donner à votre vie, j'imagine, en ce moment, hein, c'est ça? Vous êtes un peu perdu? Ouais, je suis un peu perdue, oui. C'est normal, vous savez, Olivia, quand on vit pendant 38 ans, même si c'était pas une vie heureuse, mais avec des repères, et que tout d'un coup tout s'en va et qu'on sait plus très bien comment on va organiser sa vie, c'est normal d'être totalement perdu. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Ben oui, c'est normal. Et puis c'est normal d'être triste, d'être malheureuse. Mais vous savez, il faut du temps pour que tout ça se digère et puis retrouver à nouveau, comme je le dis souvent, vous savez, là vous êtes dans un tunnel et puis à un moment donné vous allez sortir du tunnel et vous verrez à nouveau les étoiles. Ouais, j'espère. Mais oui, je vous assure, mais acceptez ce moment difficile que vous êtes en train de traverser. Faites-vous aider quand même, entourez-vous de gens qui vous donnent un petit peu de joie. Et puis. Oui, là ça va, je suis assez entourée. Ça me rassure. J'ai des enfants, des petits-enfants, tout. Là tout va bien. Bon. Et puis, dites-vous bien que la vie, elle continue. Si vous êtes encore là, c'est que la vie, elle continue pour vous. Et qu'il y a d'autres joies qui vont arriver. Oui. Faites-vous confiance. J'ai espoir. Mais absolument. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Vous savez bien, vous connaissez cette phrase. Hein. D'accord ? Oh oui. Ouais. Allez, on vous embrasse, Olivia. Bon courage. Merci. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute, et nous parlons aujourd'hui donc de l'emprise amoureuse. Delphine, bonjour, merci de réagir. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Marc. Jean-Charles. Bonjour Delphine. Pardon. C'est pas grave, Jean-Charles, oui. Je vous en prie. Oui, je suis très émue moi aussi et très perturbée parce que hier j'ai revu mon ex. Il est venu à la maison qu'on avait acheté ensemble et donc j'ai réussi à lui racheter sa part pour rester chez moi. Mm-hmm. Et du coup, pour lui, c'est très douloureux à chaque fois de revenir chercher des affaires parce que il était très attaché à la propriété beaucoup plus qu'à moi en fait. Et donc du coup hier, on s'est disputé et c'était très très violent et psychologiquement, moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. J'ai le cerveau complètement retourné. Encore le cœur meurtri de tout ce qu'il peut me dire et de toute cette violence verbale, les insultes, cette façon de me rabaisser. Hier, il a même critiqué mon physique. Enfin, c'est de pire en pire et je pensais pas que... Ça fait 2 ans qu'on est séparés, je pensais qu'il s'était calmé et en fait, je lui ai dit non à une demande et il n'a pas supporté ce non et du coup, il est venu, il était comme un fou furieux et je ne sais pas comment me protéger de ça parce qu'à chaque fois, je suis dans la sidération de sa violence verbale. Ce qui est peut-être important à comprendre, c'est pourquoi ça vous met dans un tel état puisque vous êtes séparés, mais peut-être ça vous fait réactive... peur, simplement, Delphine, c'est ça ? Pardon ? Il vous fait peur ? Oui, il me fait très peur, oui. Il faudrait ne pas le voir seul, déjà. Oui. Vous avez besoin de continuer de le voir ? En fait, moi, j'ai la psy qui m'a. Au début, j'avais été voir une psy pour comprendre pourquoi j'étais pas heureuse avec un homme que j'aimais tant. Et en fait, j'avais peur de le perdre, j'avais peur de pas pouvoir vivre sans lui. Donc j'expliquais tout ça à la psy et à un moment donné elle m'a sorti le mot emprise. Ouais. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais pas ce que c'était l'emprise et du coup j'ai fait des recherches et effectivement j'étais sous son emprise parce que j'avais l'impression de pas pouvoir vivre sans lui et c'est un homme que j'aimais énormément. Mais j'ai beaucoup souffert dans cette relation parce que au début quand on s'est rencontrés j'avais l'impression d'être la femme parfaite pour lui. Il était valorisé, j'avais de l'argent, j'avais une belle maison. Il était vraiment, il se sentait très bien avec moi. Et puis pendant 2 ans, 3 ans, c'était formidable. Ça a été un amant merveilleux. Enfin, on a vraiment vécu 2 ou 3 belles années magnifiques. Et une fois qu'on a acheté une maison ensemble, là, ça allait plus parce que je faisais pas ce qu'il voulait. J'étais pas comme il voulait. Donc du coup, Ce qui est intéressant à remarquer, Delphine, je le dis pour ceux qui nous écoutent, dans certaines relations, tout semble aller bien
Et du jour où la femme soit devient mère, soit accepte d'épouser, soit vous êtes là, en l'occurrence, c'est une maison que vous avez ensemble, tout d'un coup, l'homme prend le pouvoir, et à ce moment-là, son état d'esprit n'est plus aussi... Ouais, ça, ou le contraire, hein. Oui, ça peut être une femme. Parce que nous l'avions vu tout à l'heure avec Nelly, et Nelly, elle a aussi fait ce clivage, le mari confortable à la maison et l'amant merveilleux à l'extérieur. Tout ça se repose sur du clivage. Et je suppose, Delphine, que ce que vous avez vécu, c'est encore ça. C'est-à-dire que votre ex-compagnon, il abritait à la fois de l'amour pour vous et en même temps de la haine. À une époque, il a dit l'amour et aujourd'hui, il dit la haine. Oui. Mais quand vous étiez ensemble, il est vraisemblable malgré tout que même si les mots qui sont dits sont amour, les actions peuvent dire le contraire. Style, j'aimerais qu'on ait rendez-vous, si vous habitez pas ensemble, qu'on se voit, et l'autre dit, bon non, j'ai mieux à faire, je peux pas venir, mais tu sais, je t'aime très fort. Et là, alors ça peut arriver, mais quand c'est récurrent, on se retrouve face à un double discours. On entend l'amour et la haine en même temps, si vous voulez. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui nous met sous emprise. C'est ça qui nous fait, nous aussi, de devenir clivés, en se disant, mais moi, j'ai envie d'arrêter cette relation, et pourtant, on a un tel potentiel, non, j'aimerais bien qu'elle dure. Vous voyez ? C'est ça. Ouais. Moi, j'ai eu des années avant d'avoir le courage de partir de cette relation. J'ai compris sur le tard qu'elle était toxique parce qu'en fait, j'étais tout le temps dévalorisée, tout le temps dénigrée. Et une fois que je pleurais, une fois qu'il y avait une grosse crise, et ben le lendemain, c'était « Oh, excuse-moi, j'étais fatiguée, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. » Et donc moi, après, je ruminais toute la journée. Et là, hier soir, c'est pareil. Ça a été très violent, on a failli se battre. Et ce matin, j'ai eu un SMS d'excuses. Excuse-moi, j'étais pas bien. Voilà. Non mais Jean-Charles vous l'a dit, Delphine. Pourquoi vous revoyez cet homme ? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que 2 ans après, il vient encore chercher des affaires ? Parce qu'il a pas pris toutes ses affaires. Oui, mais il faut tout. Moi, je vous conseille une chose. Vous appelez un déménageur, toutes ses affaires, vous les sortez de chez vous et vous les envoyez chez lui. Et ce sont des liens. De même que la haine est une forme d'amour pour certains, retourner en son contraire. C'est tant que tu es à ma disposition, je te dis que je t'aime. Le jour où tu me dis non, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que c'est un non qui l'a fait réagir, à ce moment-là, je te hais. Mais en fait, c'est la même énergie qui est présentée différemment. Mais comment moi, j'arrive pas à comprendre comment son SMS ce matin d'excuses, t'es la seule personne que je peux encore détester, donc il a déchargé tout son stress, toute sa violence. Mais Delphine, il a pas envie de vous perdre, mais il est tout le temps. Il n'a pas envie de vous perdre parce que vous êtes sans médicaments. Hein. Oui, je suis bien d'accord. J'ai pas dit qu'il était amoureux d'elle. Vous voyez, Delphine, donc il maintient un lien. Il maintient un lien, et ce lien vous rend malade. Donc il faut le couper, ce lien. Oui, parce qu'il a refait sa vie depuis le mois de septembre. Donc, il n'est pas du tout amoureux de moi. Hein. J'ai l'impression qu'il veut vraiment me détruire jusqu'au bout. Quoi. C'est vraiment, psychologiquement, c'est insoutenable. Quoi. C'est vraiment. Mais on s'en fout. On s'en fout de ce qu'il veut. Ouais. Ce que vous pouvez faire, Delphine, c'est 1, lui rendre ses affaires immédiatement, puis c'est terminé. 2, vous allez à la police et vous portez plainte. Il vous a agressé, hein. Ah oui, la plainte, elle n'ira nulle part. Vous faites pas de soucis pour lui, mais peu importe. Vous portez plainte, la police va le contacter et lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il va être obligé de s'expliquer. Il va s'expliquer devant papa cette fois-ci. Et ça lui mettra un petit peu les pendules à l'heure, et il saura qu'il n'a pas intérêt à revenir vous embêter. Et il aura plus de raison puisqu'il n'aura plus aucune affaire chez vous. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai été gentille de lui laisser. Oui, mais voyez bien, vous êtes gentil. Regardez dans quel état ça vous met. C'est pas de la gentillesse, c'est on laisse perdurer un lien toxique. Oui, mais lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas récupéré ses affaires ? C'est pour pouvoir revenir. Hein. Il me disait, mais t'es pas pressé. Pour l'instant, je peux pas les prendre, donc il faut qu'il attende. Après. Et puis s'il est dans l'amour et la haine, comme sont les nourrissons, selon certains psychanalystes. Tant que vous serez dans les parages, il risque de réussir sa vie amoureuse, dans le sens où il peut donner son amour à celle qui est à la maison, et il peut rejeter sa haine sur vous. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit t'es la seule personne que je peux détester, donc. C'est sympa de rester, de maintenir un lien avec. Donc moi, je lui ai répondu, viens chercher. Maintenant c'est terminé, viens chercher toutes les affaires.
vient demain chercher toutes ses affaires. Et là, il m'a répondu qu'il pouvait pas. Mais bien sûr. Mais c'est pas grave, vous lui faites envoyer toutes ses affaires. Ça vous coûtera un tout petit peu d'argent, mais vous savez, le prix de la liberté n'est jamais... Ça, et puis nommer un tiers. Allez porter plainte. Mais même dans la séparation, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où on a pu s'entendre, on a pu se voir. C'est fini, Delphine. Il faut mettre un terme à tout ça, et plus vous mettrez un terme rapidement, plus vous irez mieux. Et puis je vous souhaite de vous faire entourer peut-être d'une ou deux personnes en qui vous avez confiance. Merci Delphine. On continue bien sûr après les infos 0826 300 300. Petite devinette, d'après la religion, la pilule du lendemain est un avortement. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'abstinence ? La réponse après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et nous continuons à évoquer l'emprise. L'emprise qui est en effet une relation de dépendance, sans doute avec un petit niveau toxique, comme on l'a vu déjà. Moi, c'est comme ça que j'entends le terme emprise, oui. Bien sûr, bien sûr. En tout cas... Dépendance, effectivement. Dans la dépendance, il n'y a pas forcément toxicité de la part de l'autre. C'est une dépendance toxique, l'emprise. On est d'accord. Voilà. Ça vous va ? Parce que dans la relation amoureuse, la dépendance, on est codépendant en fait avec l'autre. Si je suis amoureux de quelqu'un et que l'autre est amoureux de moi, la dépendance elle est partagée. Oui, et si on est amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas de nous, c'est que quelque part on a déjà quelque chose à comprendre sur soi. Oui. On est d'accord. On a un problème. On est d'accord. La petite devinette du jour, d'après la religion, c'est quoi l'abstinence ? Aucune idée. Non. Un crime contre l'humanité. Ah bah oui, si. Vous êtes d'accord ? Si tout le monde était abstinent, l'humanité serait... Bon, remarquez, on a un petit peu d'avance. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Sophie. Pardon. Je suis très très émue aussi de passer à l'antenne. C'est Jean-Charles, c'est Jean-Charles. Il rend toutes les auditrices émues et dépendantes. Voilà, c'est son charme. Qu'est-ce que vous voulez, Sophie, Je n'en doute pas. En tout cas, merci de m'accueillir. Alors, je vais peut-être avoir un témoignage un peu redondant, mais effectivement, moi j'ai... Alors non, surtout ne croyez jamais ça, parce que tout témoignage, même s'il y a des points communs, c'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire. Oui, exactement, vous avez raison, Brigitte. Donc moi j'ai connu effectivement comme Olivia très très jeune mon mari, c'est-à-dire que j'avais à peine 17 ans et nous avons 2 ans d'écart. L'affaire a duré, si je puis dire, enfin notre jolie histoire a duré 37 ans avec des hauts, des bas, mais c'était plutôt une jolie histoire. Oui. Je précise que lui comme moi était enfant unique, je pense que ça n'est pas anodin aussi par rapport... aux blessures, enfin bref, à l'effet miroir, oui, plein de choses. C'est possible. J'ai compris beaucoup de choses. Voilà. C'est possible que ce soit une rencontre narcissique de par là, oui. Voilà. Et puis d'ailleurs, donc le choix a été fait. Enfin, c'est un choix marital d'être mère au foyer, mais tout en étant une femme très active. Bon, j'ai des enfants qui ont 2 ans d'écart. Voilà, donc j'ai été aussi tournée vers l'extérieur avec des activités extérieures très suivies, même les enfants très jeunes, mais j'ai été mère au foyer avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire j'étais H24, voilà, monsieur se déplaçait beaucoup professionnellement, les enfants étant petits, et puis les choses ont évolué, nous avons eu un chien, et alors c'est assez symptomatique, mais parce que là nous sommes juste avant le Covid. Le chien décède, notre première fille a déjà quitté le cocon, enfin le nid. Notre fils, lui, ne décède pas, bien au contraire, mais parfois j'ai fait ce lapsus horrible. Enfin, notre fils quitte le nid dans la foulée du décès du chien, qui était, disons, un chien âgé, mais bon, bref, une forme de deuil. Et monsieur va partir, en fait, en l'espace de 9 mois, monsieur s'en va. Alors, monsieur s'en va dans des conditions un peu, on va dire, moches, si je puis dire. C'est un peu, il y a eu quand même des débordements, voilà. Alors, je m'inclus dans cette histoire, puisque je pense que nous avions des choses à comprendre de nos histoires communes. Moi, j'avais travaillé déjà dessus. Nous avions tenté la thérapie conjugale qui a été un gros échec, vraiment un gros échec. Et à chaque fois, c'était moi, en fait, qui était à l'origine de cette demande. Si vous voulez, lui n'en voyait pas l'intérêt. Voilà. C'est souvent le cas chez les hommes. Voilà, c'est ce que je vous écoute très très régulièrement, Brigitte, et vous invitez. Donc même lui, d'ailleurs, il m'entendra pas, je pense, mais je lui faisais souvent. Nous parlions aussi de vos émissions, de ce que voilà. Donc voilà. Et il vous quitte pour une autre ?
Alors, a priori, pas du tout. Il a quitté parce que malheureusement, il y a eu un débordement qui a mal tourné. Alors, j'ose le dire parce que j'ai mis du temps à... J'ai eu peur, oui. Alors, pour celles qui vont me répondre, est-ce que tu penses qu'il t'aurait vraiment collé un pain, quoi, par exemple, pour être très cru? Il y a un moment quand un homme vous prend par les épaules, vous regarde avec un regard qui n'est plus le sien, mais qu'il l'a déjà fait, et que vous vous retrouvez enfermé dans votre chambre et qu'il est 23 heures, vous vous demandez si vraiment c'est une situation normale. Voilà, donc, en tout cas, c'est normal d'avoir peur. Me semble-t-il. Oui, donc, je pense que j'ai été dans un déni pendant aussi très longtemps, c'est-à-dire comme je l'aimais, et je pense que, alors voilà, d'où le terme d'emprise, je l'aime encore. Je pense qu'on ne peut pas désaimer comme cela, voilà, en ce qui me concerne. Là, ça a été donc le début d'un tunnel qui, 3 ans et demi, hein, donc je ne travaillais pas. J'étais à l'aube de mes 55 ans, on est en pleine crise économique, sanitaire. Vous perdez, vous vous retrouvez seul, hein Totalement. Oui, et là, 2021, ça va être vraiment le yo-yo. Et là, la chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, c'est que nos 2 enfants, on avait une famille, je vais pas citer la remarque, mais c'est un peu ça. Hein, alors, la fille, le fils, donc une fille soignante, d'ailleurs l'aînée. Eh bien, d'un seul coup, on commence à ne plus vouloir communiquer avec maman. Alors, on a tout, parce que lui, de son côté, était comme mort, c'est-à-dire que j'étais comme veuve, mais en pire puisque je n'étais pas accompagnée, c'est-à-dire que je suis passée par la CSL, vous voyez, la carte CMU, enfin, il y avait tout ça, j'ai un peu retravaillé, mais ça a été assez olé, bon. Et là, je me rends compte très vite que tout ça se passe dans un espace géographique très restreint, ce qui est d'autant plus malsain, si je puis dire. Mes parents vieillissent entre-temps, il y a encore les photos de monsieur tant qu'à faire dans le salon. Donc effectivement, un jour, je vais finir par péter un plomb, clairement, auprès de ma mère, en lui disant, écoute, ma chère fille, voilà, venait de me mettre un Xème vent, elle partait de chez elle, elle voulait pas me parler, donc les choses ont toujours pris, voyez, on a voulu me faire passer pour quelqu'un de malade. Alors après, je veux dire, la maladie, ça veut tout dire, comme on parle de la folie, vous voyez, ça a été évoqué. Je pense que dans une situation pareille, d'autres auraient fait certainement pire que moi. Et alors là où je parle de... il a souhaité faire une médiation, puisqu'il fallait, pour contrebalancer, je vais dire franchement, le rappel à la loi qu'il a eu d'office malheureusement, mais que je ne souhaitais pas, hein, bien évidemment. Mais il l'a eu d'office. Il fallait, vous auriez dû au contraire le souhaiter, parce que c'est la loi qui est là pour justement vous défendre, parce que vous étiez mère au foyer, donc j'imagine sans revenu. Enfin, exactement. Mais de toute façon, il va mettre 1 an. Vous voyez, bon, on part en octobre 2020. L'audience présentielle n'aura lieu qu'en septembre 2021. Pendant 1 an, quasiment, on se penche que les gens vivent. Je sais bien. Vous imaginez le sujet. Donc voilà. Donc là, pendant 1 an, vous vous demandez si c'est votre vie. Et d'ailleurs, même encore maintenant, là, ça va un peu mieux. Bon, là, sauf qu'il va falloir que je parte de l'appart. Et là, donc, là où je ne comprends pas comment ça peut être possible, c'est que nos 2 enfants, surtout ma fille, notre fille, pardon, très vite, elle s'est détachée. Bon, elle était à l'hôpital public, elle a fait un burn-out, elle en est partie, elle était donc en libéral. Elle m'a carrément rejetée, mais elle est allée très loin, c'est-à-dire qu'elle a mis les moyens pour que je comprenne que lorsqu'elle, par contre, elle venait par exemple visiter mon père n'est plus dans les murs, il est placé, maintenant en plus entre-temps, donc c'est vraiment sympa. Elle a fait ce qu'il fallait pour que je comprenne qu'il ne fallait pas l'approcher. Donc dernièrement, je pense qu'on... Elle a quel âge, elle votre va avoir 31 ans. 31 ans à la fin du mois. C'est plus une ado. Et elle est soignante. Je tairais sa profession, mais elle est soignante. C'est pas une profession anodine, hein, je veux dire. Donc justement, soignante. Je me dis, comment... Elle est sage-femme, voilà. Donc il y a un moment, je me dis, mais comment est-ce possible? Parce que... Alors... je pense j'ai eu en 2022, j'ai dû voir ou communiquer avec mon fils 3-4 fois, 2023 3 fois. Et en ce qui la concerne, ça va faire 2 ans. Mais vous avez l'impression que c'est leur père qui les monte contre vous? C'est pas que j'ai une impression, c'est que autour de moi. Parce qu'on voit pas d'autre explication, en tout cas. Voilà, autour de moi, on a fini par, parce que vous avez presque honte, vous n'en parlez pas, parce que c'est la chair de votre chair, et vous vous dites, si vous parlez de votre famille comme ça, si vous l'évoquez dans ces termes, parce que au bout d'autant d'années, vous imaginez que les amis, c'est souvent des amis de couple, donc ça a été, alors là, moi j'ai pas, alors au niveau familial, je dois le dire, hein, non, je n'ai été absolument pas, parce que mes enfants, c'était pas leur rôle, ils n'ont pas à choisir. Mes parents, c'était très compliqué, et puis là, j'ai compris beaucoup de choses du rapport, par exemple, je comprenais très bien avec mes parents et ma mère. Bon, mon père maintenant, malheureusement, Alzheimer est passé dans sa vie, donc il est placé, il peut plus entre guillemets me protéger, si je puis dire. Ma mère, là, je découvre aussi le rapport avec ma mère qui
qui vient d'avoir 89 ans. Et là, j'ai pas compris. Mais ce qui sera intéressant d'ailleurs à analyser, parce que la relation que vous avez avec votre mère explique aussi peut-être la relation que vous avez avec votre fille. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Restez avec nous. Jean-Charles Bouchou va peut-être vous donner quelques réponses tout de suite après cette petite pause. Restez surtout avec nous, Sophie. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Violences invisibles. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Sophie est avec nous. Peut-être qu'il y a beaucoup de violences invisibles aussi dans votre témoignage. Ce que j'entends chez Sophie, même si c'est pas exactement le cas, peu importe, c'est comme si elle avait vécu un ghosting. Vous savez, un ghosting, c'est quand vous êtes avec quelqu'un et que ce quelqu'un disparaît. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous savez pas, vous comprenez pas ce qui se passe. Eh ben, vous remettez en question. J'aurais dû être plus, peut-être que c'est à cause de... Et en fin de compte, la violence que vous allez subir, c'est vous qui vous l'infligez vous-même pour remplir le vide que l'autre a laissé. Et je me demande, Sophie, si c'est pas un petit peu ça que vous avez vécu. Oui, il y a de ça. C'est-à-dire que moi, je me suis remise en question sur toute ma vie. C'est-à-dire que, comme en plus j'ai consulté, vous imaginez bien que j'ai essayé toute seule d'essayer de recomprendre. Donc, je me suis surprise depuis ma petite enfance. Et je me suis surprise, d'ailleurs, à vouloir en parler, par exemple, à ma mère. Et là, j'ai été confrontée, à un mur. C'est-à-dire que même ma mère, c'est comme si, j'ai employé cette expression, mais lui a muté. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'homme a muté en quelque temps, mais ma mère a muté aussi. Donc là aussi, je me suis dit, mais c'est toute ma famille. Donc bien évidemment, le raccourci, c'est vite fait, vous vous dites, bon, ils doivent avoir raison. Soit je suis malade, soit je suis perverse, narcissique bien évidemment, parce que c'est très à la mode d'employer PN. Donc pourquoi pas? Mais je me suis tellement posé cette question. Et heureusement, à travers ce que j'ai pu réussir à faire, si vous voulez, mais de manière très chaotique, parce que par exemple, la solitude. Moi, je m'aime bien, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez d'un seul coup, non, mais là, c'est du vide. C'est sidéral, en fait. On peut pas imaginer. Oui, non, mais là, quand j'ai entendu Olivia ou d'autres, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas, ça ne s'explique pas. Mais il y a un avant et il y a un après. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Oui, il n'y a pas grand-chose. Alors moi, je me suis... Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Il y a de cela. Qu'est-ce que vous avez compris? Je pense que, de toute façon, j'ai un fond. Alors, voilà. Alors, j'aime bien parce que les médecins, c'est anxio-dépressif. Comment ne pas, vous voyez, anxio-dépressive, à l'issue de tout cela, c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Oui, bien sûr. Je pense, hein. Et alors, je pense qu'il y a de cela. Mais d'ailleurs, il doit me connaître. Ce monsieur me connaîtra très bien parce qu'on s'est connu très jeune. Et il avait vraiment le physique, du gendre idéal, l'homme parfait, mais c'est sûrement, excusez-moi Sophie, je vous coupe, mais c'est sûrement l'image qu'avait votre maman, qui est maintenant une très vieille femme, du mari parfait qu'elle n'a peut-être pas pu réussir à avoir, et donc vous le quittez, donc il vous quitte, c'est que donc vous êtes une mauvaise personne. Enfin, il doit y avoir quelque chose comme ça. Bien que mon papa soit un homme ils ont 65 ans de mariage, même si maintenant il ne vit plus sous le même toit, et ça a été un couple j'ai assisté à mais c'était dans des mesures raisonnables, pas ombrageux. Moi, ce qui me semble important de vous dire, Sophie, parce que j'imagine bien à quel point c'est abyssal le vide dans lequel vous vous retrouvez, plus tous les questions financières, matérielles qui doivent se poser. Je suis forcément pleine d'empathie pour vous. Je pense simplement que il faut que vous acceptiez la souffrance. Il faut accepter de laisser l'émotion un petit peu plus vous envahir pour pouvoir toucher le fond et rebondir. Pour l'instant, il y a quelque chose d'assez froid dans votre discours qui peut-être, pour l'instant, vous a permis de traverser ce que vous avez dû traverser. Mais il faut arriver maintenant à ce que la souffrance puisse être. Sinon, vous risquez d'avoir un contre-coup par la suite qui peut être un petit peu violent. Vous voyez, c'est ce que je crains un peu, mais ce qui m'ennuie je comprends que vous ayez peur. En fait, je vous le dis franchement, je sais pas ce que Jean-Charles en pense. Moi, j'ai peur de faire partie des gens, de m'ajouter à cette liste qu'on appelle les parents aliénés d'enfants qui sont des adultes carrément, ce qui est mon cas. Et ça me fait très très peur. Je vous le dis franchement, de la part de ma fille, je crains. J'ai tenté une médiation, par exemple récemment. J'y allais
avant d'avoir, par exemple, envoyé un bouquet de fleurs là où elle travaille, je me suis pensé 30 ans, parce que par exemple, j'avais au moins l'adresse du lieu où elle travaille, et j'ai eu aucune réponse, je me dis bon, d'accord. Mais c'est une adulte, elle vit sa vie, vous vivez la vôtre. Dans la crise, on est obligé de vivre des choses. Ça nous est présenté de façon assez désagréable, mais qui à la fin sont des choses assez normales. C'est que vos enfants, ils prennent leur envol, ils s'en vont. Donc ça serait sympa qu'ils viennent manger le gigot flageolet avec vous le dimanche, mais visiblement c'est pas ce qui se passe. Jamais, même pas. Mais c'est aussi une invitation pour vous à vous retourner vers vous-même. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez dessiner cette seconde partie de vie? Qu'est-ce qui vous fait envie? J'ai démarré, pensez bien. J'ai démarré, mais il y a un moment, donc je viens d'avoir 58 ans, j'oublie pas mon rôle de mère. J'aimerais bien que ils sont comme maman. Ils sont adultes. Il n'y a plus de rôle de maman. C'est plus à vous s'ils ont pas l'intelligence de comprendre que vous êtes leur mère et qu'ils risquent de se sentir coupables par la suite de vous avoir abandonné comme ça, tant pis pour eux. Sauvez-vous, sauvez votre peau. Et puis accepter quand même, parce que évidemment souvent on s'identifie à sa fonction. On va dire je suis mère avant toute chose, ou même je suis chef de service avant toute chose. Ben, vous savez qu'il y a des gens qui décèdent au moment de partir à la retraite parce qu'ils ont le sentiment de n'être plus rien. Je viens de faire 40 ans chef de service et aujourd'hui je suis plus ça. Donc, vous n'êtes plus la maman et maintenant vous devez naître à autre chose. Vous n'êtes plus la femme de cet homme, vous n'êtes plus la mère de ces enfants qui décidément vous tournent le dos. Peut-être que vous pouvez reprendre un chien, Sophie. Alors oui, j'ai 2 minettes, dont une, alors d'ailleurs, il faudrait qu'elle voit un comportement dont une coquine qui ne souhaite pas, c'est incroyable, elle ne l'a pas connue, elle, la deuxième, elle ne souhaite pas que je la caresse. Alors, même pas d'approche. Et c'est assez symptomatique, mais je vais de toute façon changer de lieu, de nid, moi aussi, puisque là, l'affaire, on en est là. Et les choses ont évolué, mais oui, le chien, j'y ai pensé souvent, Brigitte. Il faut remettre de l'élan vital dans votre vie. Et parfois, j'ai pas tout dit, il y a des choses positives, bien sûr. Mais j'espère. C'est l'ascenseur émotionnel. Mais c'est normal. Accepter. Mais bien comprendre que dans le cadre où on comprend pas ce qui se passe à l'extérieur, on a tendance à se charger soi-même. Donc à un moment donné, peut-être lâcher prise de ça, quoi. Et vous tournez vers vous, non pas pour savoir en quoi vous dysfonctionnez, mais vers quoi en quoi vous avez envie de fonctionner. Oui, puis il y a des choses qui fonctionnent. J'ai des choses qui fonctionnent. Moi, bien évidemment, je sais que ça fonctionne. Et n'envoyez pas des fleurs à votre fille. Ça ne. Quel lapsus. Oui. C'est un très beau lapsus. C'est beau lapsus. Oui. Pleurez plutôt que d'envoyer des fleurs à votre fille. J'ose dire, donc si elle m'entend le 27 avril, pour la première fois de ma vie, de notre vie, elle n'aura pas de rien. Il n'y aura rien. Voilà. Voilà, c'est normal, je crois. Mais en même temps, si vous lui envoyez rien, vous lui dites je t'ai entendu. Parce qu'à un moment donné, si l'autre il nous fait un peu la gueule et qu'on continue de lui envoyer des fleurs, en même temps on lui fait voir, tu vois, j'ai pas perçu que tu m'en veux. Donc il a intérêt à charger un petit peu plus pour pouvoir vous faire entendre, parce qu'il y a quand même un message silencieux qui demande à se dire. Ah oui, là, il est plus. Donc peut-être envoyer une petite carte plutôt qu'un bouquet de fleurs en disant j'ai remarqué que tu avais besoin de prendre de la distance, je respecte ton besoin, sache que quand tu en auras besoin, je serai à ta disposition pour t'accueillir à nouveau. Point final. Voilà, ça je l'avais déjà fait l'année dernière. D'accord. Et derrière vous faites un. Mais là cette année j'ai décidé. Et derrière vous faites un voyage en Corse. Oui, alors là on n'y est pas encore, parce que là je vous dis pas c'est-à-dire que oui, c'est vrai. Ah oui, là, si Monsieur mon ex-mari pouvait m'entendre ainsi que mes enfants, ce serait extraordinaire. Parce que là, vous achetez un billet d'avion. Oui, non, mais je pense qu'ils comprendраient peut-être, ça leur ouvrirait les yeux peut-être. Non, mais arrêtez d'attendre quelque chose de ces gens qui se comportent pas bien avec vous. Prenez soin de vous, entourez-vous de gens qui vous respectent, et puis vous allez traverser ce tunnel, comme je le disais tout à l'heure, à Olivia, et puis à un moment donné, vous retrouverez du sens à votre existence. C'est terrible de passer autant d'années pour les autres et puis tout d'un coup d'être abandonné comme ça. Je crois qu'on l'entend tous, mais c'est aussi une épreuve de vie qui peut vous rendre encore plus forte. Mais il faut accepter de prendre conscience de ce qu'on est en train de traverser. C'est pour ça que c'est parfois si dur. Et merci en tout cas de nous avoir partagé votre expérience, parce qu'il y a beaucoup à dire, évidemment. Oui.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et on va parler également de chamanisme. Je sais que vous aimez beaucoup ça, Jean-Charles Bouchou. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dans un instant, nous accueillerons Patrick Daquet et Jean-Charles Bouchou qui nous parlera de ce festival de chamanisme. C'est peut-être une manière d'être sous emprise, hein, le chamanisme. Bon, bref, on en parlera dans un instant. Mais tout de suite, on va jouer avec Karen qui a reçu de l'enseigne rudesplaisirs.com ce stimulateur clitoris Shine X Ramp. Je vous le montre pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Il est tout rose et c'est une sorte de womanizer. Hein. Bonjour Karen. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karen. Bonjour. Donc vous avez reçu ce jouet qui est donc un stimulateur clitoridien qui marche à air pulsé et on met donc cet air pulsé sur la vulve et plus particulièrement sur le clitoris. Hein, c'est bien ça. Exactement. Alors moi j'étais un petit peu sceptique sur ce type de jouet. Vous en aviez jamais reçu donc utilisé. Hein. Oui. Non. Et parce que du fait qu'en fait j'ai plutôt besoin en général de la double stimulation. Oui. Et en fait j'ai trouvé quand même une solution pour qu'il me stimule et qu'effectivement ce soit très agréable au point d'atteindre l'orgasme. Ah, c'est intéressant. Donc, vous qui pourtant n'êtes pas spécialement une clitoridienne pur sucre, si je puis dire, voilà. Vous avez apprécié ce jouet. Donc, ça montre que ça marche quand même très très bien. Oui, alors il faut faire preuve d'un petit peu d'ingéniosité. Et en fait, au lieu de le tenir, comment je vais dire, je l'ai retourné si vous voulez. Et le fait d'avoir les vibrations qui descendent davantage vers le vagin, et bien ça m'a permis effectivement que ce soit très agréable pour moi. Bah, très agréable, oui, il me semble. Hein. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'arrive pas à l'éteindre, c'est pas grave. On va alors, il faut appuyer longtemps sur le moins. Je sais, c'est ce que je fais, mais sur le moins. Ah oui, j'appuyais sur le plus, alors évidemment. Non, longtemps sur le moins. Voilà, ça y est, merci Karen. Je vous en prie. Ça prouve que je l'ai vraiment bien testé. Je vois ça, c'est bien, hein, c'était votre rôle. Alors, comme souvent, ils font beaucoup de vitesse. Alors, c'est vrai que c'est je suis pas montée trop haut dans les vitesses, mais je crois qu'il y a 8 ou 9 vitesses. Je vais vous dire ça. Non, je ne sais pas. Oui, sans doute. Oui, 10 niveaux d'intensité, en effet. Et je vais dire qu'au milieu c'est bien. Après, pour moi, c'est trop important. Oui, en général, c'est trop fort quand ça. Voilà. Ouais. Et alors sur les premières vitesses, j'ai été un peu pas perturbée, mais happée par le bruit. Ça me faisait presque comme le ronronnement d'un chat. C'est sympathique le ronronnement d'un chat. C'est ça. Et sauf que j'ai commencé à me focaliser dessus et je me suis dit laisse tomber le chat et qu'on pense à ce que tu fais et pas au chat. Mais, oui, il faut revenir à ces sensations évidemment. Voilà, c'est ça. Et donc, mais sinon, c'est vrai que c'est franchement assez surprenant. J'ai été surprise entre guillemets par le système de charge. Parce qu'en fait, j'avais trouvé le bon endroit pour le charger, mais il faut vraiment enfoncer très très fort. Au moins, pour la première fois, je pense. Et donc, j'ai eu peur. Il y a un petit trou en bas à l'opposé de l'endroit où l'air pulsé va. Faut pas avoir peur de vraiment le plugger assez fort. Mais c'est agréable. Et alors, ce que j'ai trouvé original, c'est qu'il y a une petite plaquette d'autocollant qui est jointe dans la boîte. Alors d'autocollant sexy, hein, forcément, mais j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça original. Ah oui, il y a des autocollants qui permettent... Alors qu'est-ce qu'ils disent ces autocollants ? Alors, il y en a avec... c'est à mi-chemin entre des fesses, des pêches, des seins, voilà. Moi, j'ai pas les autocollants, moi. On me les a piqués. Vous n'avez pas été gentil, vous n'avez pas les autocollants. Voilà, j'ai pas été gentille. Je vous permets pas, Karen, parce que...
Non, je ne me permets pas. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est ça. On m'a piqué mes autocollants. Bon, bah tant pis. Voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui ont vraiment. Ça a dû plaire à quelqu'un, absolument. C'est ça. Bon. Mais voilà, franchement, très agréablement surprise. J'entends ça. Ben écoutez, c'est pourquoi pas. Hein. Il peut être sympathique, ce stimulateur clitoris Shine X. Quelle note vous lui donnez ? 8. 8 sur 10, d'accord. Voilà. Eh bien, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir à quoi il ressemble ou vous le procurez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup, Karen. Merci à vous. Et puis, on va changer tout à fait de sujet. On va parler de chamanisme à l'occasion de ce 14e festival de chamanisme. Jean-Charles Bouchou, je vous présente Patrick Daquet. Patrick Daquet que l'on connaît. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Vous êtes chaman et l'organisateur de ce 14e festival. C'est du 1er au 4 mai. C'est quand même un festival incroyable parce qu'il y a 120 délégués des 5 continents qui seront présents. Si vous voulez connaître le programme, je vous invite à aller sur le site festival-chamanisme.com ou sur sudradio.fr. On mettra également le lien. Bonjour Patrick Daquet. Alors le chamanisme, c'est très à la mode depuis quelque temps et je sais que ça vous agace un peu parce que ça fait que certaines personnes se disent chaman alors qu'ils n'en ont que le nom. Hein. Et en fait, le mot chaman vient de Sibérie et au début XXe siècle, les scientifiques ont attribué au mot chaman qui désigne les représentants de tradition, qui sont porteurs de sagesse et reconnus par leur communauté, ont attribué un peu ce mot-là à tous ceux qui, de près ou de loin, sont liés aux traditions ancestrales, liées à la spiritualité de la nature. Et alors, c'était très bien tout ça. Et puis, évidemment, il y a un intérêt certain pour retrouver ses racines. Et il y a, comme toute chose, des abus, quoi. Il y en a qui se disent chaman et c'est difficile d'être chaman si on n'est pas dans une tradition, si on n'a pas vécu des dizaines d'années d'initiation, et si on n'est pas reconnu par une communauté et qu'on n'est pas porteur de leur sagesse. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ceux qui se disent chaman sont des gens pas bien. Hein. Souvent, ils savent pas comment se définir, c'est des gens sensibles. Et je prends l'image que tout le monde peut comprendre pour clôturer cette réponse. C'est que sur un chantier, quand on construit une maison, il y a tous les corps de métier. Eh bien, un chaman, c'est un corps de métier particulier, et un guérisseur ou un thérapeute, c'est autre chose. Chacun son domaine, même si le thérapeute peut faire le samedi, le dimanche, ses travaux chez lui, c'est pas pour ça qu'il est professionnel dans ce qu'il fait. Donc, un chaman, c'est une définition qui est totalement liée à une tradition. Alors vous, votre parcours est assez intéressant parce qu'au départ vous étiez chef d'entreprise, vous connaissez un revers de fortune comme on dit, et puis tout d'un coup vous initiez, si je puis dire, et c'est comme ça que vous êtes devenu chaman. Donc c'est quand même un parcours assez original, alors que j'imagine à ce festival il va y avoir des chamans plus, j'allais dire plus nés chaman, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis, selon la tradition celte, de chaman, on ne sait pas ce que c'est. Je suis un déo. Déo, ça veut dire le chêne, et qui définit les porteurs de tradition celtique dans les monts d'Arrée, au pays du Léon, et qui sont guérisseurs. Et en fait, oui, j'ai été chef d'entreprise pendant 18 ans, mais ma première initiation, je l'ai vécue à l'âge de 19 ans, en Afrique, à Madagascar. Et toute ma vie, j'ai été évidemment lié à ces traditions. Et j'ai mon sang breton, mon sang celte, qui fait que j'ai toujours été lié dans ma culture et que j'ai vécu des traditions celtiques, druidiques, occidentales. Et voilà. Jean-Charles Bouchou, je sais que vous vous êtes intéressé aussi. Beaucoup. Par le plus grand des hasards, je m'étais retrouvé dans la forêt amazonienne où j'ai rencontré effectivement ce qu'on appelle un chaman qui m'a tendu un godet, qui m'a dit bois ça. Un curanderos, un ayahuasqueros. Ouais, un vrai. Un vrai, parce que j'y suis retourné l'été dernier et j'ai rencontré des gens adorables, charmants, mais qui sont pas chamans, mais qui ont tellement envie de se faire une place, de se créer une situation. Et même un jour en me promenant dans la forêt, un village de gens de là-bas, ils m'ont dit mais viens, fais venir des gens ici, tu verras, regarde, t'auras ta maison ici, regarde ici il y a une source, nous on va préparer l'ayahuasca et tu verras, tu feras partie de la famille.
J'ai envie. Mais non, j'ai absolument aucune qualité de chaman et bien évidemment, j'ai avec le plus de gentillesse possible refusé, sinon je serais devenu un tour opérateur en fait. Ouais, en fait, c'est cela. Et puis si vous me permettez, mais les pratiques chamaniques ne se réduisent pas à la prise de plantes. Bien sûr. Dans la 90% des pratiques ancestrales traditionnelles, on n'utilise pas les plantes hallucinogènes. Vous avez l'iboga au Gabon, vous avez l'ayahuasca en Amazonie. Quelques champignons. Alors justement, quelques champignons, mais ça reste. Oui, ça fait partie des pratiques ancestrales quand c'est bien fait dans un cadre naturel. Mais justement, Patrick Daquet, le chamanisme est assez à la mode aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que ça a un petit lien avec l'écologie? Est-ce que c'est parce que c'est un retour à la nature, au vivant? C'est un grand lien. C'est que c'est une spiritualité naturelle qui est reliée à la nature. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont aller, notamment à votre festival, pour essayer de trouver des réponses pour avoir une vie plus proche de l'humain, en quelque sorte, et pas avec l'intelligence artificielle, etc. C'est vraiment un retour à l'ancrage, à ses racines. Alors, on peut les retrouver à travers tous les témoins des différents peuples traditionnels, mais on peut les retrouver aussi à nos propres racines, parce que nous, le peuple occidental, le peuple des Blancs, nous avons nos racines aussi. Alors, ça a été oublié, parce qu'évidemment, elles sont passées les religions dominantes, et qu'elles ont été excommuniées, si on peut dire, mais il y a toujours eu des résistances. Et il y a, spécialement en Bretagne, si on peut dire, les Bretons ont du caractère, et d'une manière clandestine, si on peut dire, les traditions celtiques, par contre, se sont conservées. D'ailleurs, on dit chez nous que quand tout va bien, on sort du bois, et quand ça va mal, il faut rentrer dans le bois. Et bien, c'est ce qui s'est passé pendant des siècles. Oui, mais on sait que quand on va pas bien se promener dans la nature, ça libère, ça fait du bien. Donc, tout quelque part, c'est, j'allais dire, une petite poussière de chamanisme. Oui, c'est bien qu'on parle du chamanisme si on le voit dans sa partie la plus noble. Ce qui m'embête, c'est qu'il faudrait pas en refaire encore un système. Oui, une religion nouvelle. C'est une spiritualité naturelle où il n'y a aucune hiérarchie, aucune structure, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de gourou. De gourou, certainement pas, puisque au Mexique, par exemple, j'ai assisté, ça c'était très drôle, si on peut dire, et très, très élevé en enseignement, c'est que quand des Occidentaux rencontrent des fois des hommes, ce qu'on appelle des hommes et des femmes médecine là-bas, des curanderos, eh bien ils ont tendance à déléguer leur pouvoir à l'homme médecine, se prosterner un peu. Et là-bas, le curanderos, d'un seul coup, s'est mis à faire le fou, à pousser des cris, à devenir débile, irrationnel, dire des gros mots en mexicain qu'on comprenait pas, pour éviter éviter que les gens fassent un transfert d'excellence sur l'autre, pour que les personnes fassent leur propre souveraineté et finir de la déléguer aux autres. Ce qui me plaît dans les traditions, c'est pour cela que je consacre ma vie, c'est qu'il n'y a pas justement toutes ces structures, ces hiérarchies, et que le meilleur des hommes médecine que vous pouvez rencontrer, ça va être le plus simple, le plus ordinaire. Et d'ailleurs, la philosophie, c'est l'ordinarité. Merci en tout cas, Patrick Daquet. Je rappelle que vous pouvez trouver le programme de ce festival de chamanisme sur le site festival-chamanisme.com. C'est le 14e festival de chamanisme. C'est du 1er au 4 mai. Il y a les 5 continents, donc des chamans des 5 continents. Il y a évidemment énormément de gens et c'est du chamanisme pur et dur, j'en réponds puisque je connais bien Patrick Daquet. On fait une petite pause, on va revenir sur l'emprise avec Valérie qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on revient sur la question de l'emprise amoureuse avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous, psychanalyste, auteur des Violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. Valérie, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Valérie. Je voulais témoigner par rapport peut-être à une situation rencontrée par des femmes après 50 ans, en prise avec une baisse de libido au moment de la ménopause. J'ai 58 ans bientôt. Et
petite précision, depuis toujours, on a des problèmes de dialogue avec mon mari, mais bon, c'était notre fonctionnement, c'est comme ça, on accepte la différence. Hein, une communication difficile, donc. Hein. Alors, ce que je croyais, non, je me suis dit, il est comme ça, je respecte. Donc, mon histoire, c'est au moment de la ménopause, baisse de la libido. Alors, je précise que sur le plan médical, il n'y a aucune raison qu'il y ait une baisse de libido au moment de la ménopause. Hein. D'accord. Non, mais c'est important. Souvent, en revanche, le moment de la ménopause, c'est le moment où les enfants s'en vont, c'est le moment où on passe quand même autour de la cinquantaine. C'est un âge assez critique pour les femmes. Donc, il y a souvent une baisse d'élan vital, je dirais, et qu'on attribue plus facilement à la ménopause. Mais la ménopause, il n'y a pas de raison, si vous voulez, sur un plan médical. C'est ce qu'on en... Voilà. Ok. Peut-être une routine, hein, tout simplement. Hein. Là, on est rendu à notre 34e année de mariage. En tout cas... Donc vous avez en tout cas remarqué que vous aviez une baisse de libido. Alors, oui. Ce que j'ai pas vu venir, et en rapport avec ce manque de dialogue, c'est que mon mari, évidemment, a souffert. Et que, il m'avait lancé quand même quelques perches, en me disant que j'étais pas assez présente à la maison, pas assez proche, pas assez... je me couchais plus tard que lui, voilà. Bon. Et donc, ce qui est arrivé... c'est pas assez sexuellement active, on pourrait dire. Voilà, tout à fait, ouais. Et je le reconnais, sans problème. Mais ce manque de dialogue a fait que il est allé voir ailleurs. Il est non seulement allé voir ailleurs, mais carrément voir une prostituée. Donc là, pour moi, ça a été vraiment la catastrophe. Alors, il me l'a pas dit, bien sûr, je l'ai découvert fortuitement. Moi, j'avais une vie, franchement, très dynamique, où j'ai pensé que j'avais aucun souci. Et puis, ça arrive, voilà, c'est arrivé. Et là, l'effondrement total. Je l'ai découvert parce que, dans un premier temps, je trouvais qu'il avait une baisse dans la sexualité, mais je mettais ça en rapport avec moi, par rapport à moi. Baisse d'érection. Je me suis dit c'est comme ça, c'est de ma faute. Et en fait, j'ai découvert du Viagra. Alors, franchement, mal caché. Tout à l'heure, au début de l'émission, vous parliez là des actes manqués réussis, de l'acte manqué. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc je lui en ai parlé. Je lui ai dit mais quand même, je suis ta femme. Au bout de 30 années de mariage, comment ça se fait que tu m'en as pas parlé? Donc je vous résume, et donc après, tout penaud. Je l'avais jamais vu comme ça. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, très sûr de lui. Et là, j'ai retrouvé un petit garçon. Ça a commencé comme ça. Et là, moi, ça a déjà déstabilisé ça. Mais il vous a dit qu'il allait voir des prostituées ou vous l'avez découvert? Alors, mais non, je l'ai découvert. D'accord. Donc après cet épisode-là, les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux sur Facebook, j'ai trouvé qu'il, avec une collègue de travail, il y avait des petits émoticônes un petit peu bizarres, des amis qui m'ont envoyé des messages, mais qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Je dis mais non, rien. Et en fait, alors deuxième aveu, un petit flirt théorique, avec cette collègue, très belle, très très belle. Donc voilà, deuxième coup de massue. Et puis la prostituée, c'était un sentiment, un pressentiment. J'ai ressenti qu'il se passait quelque chose à un moment donné. Donc moi je travaille de nuit par quelquefois. Je suis rentrée un matin, il était en train de se préparer. Et là, je ne sais pas pourquoi, dans son regard, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et j'ai pensé à ça. Alors que, franchement, j'y pensais pas, quoi. Et là, ce jour-là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il va voir quelqu'un. Et donc, je me suis dit, il va voir cette collègue. En tout cas, votre intuition, ça... Oui, il y a un truc incroyable. Un ressenti incroyable. Et j'ai cherché, j'ai fouillé dans cette affaire. Et alors là, pareil, pas du tout caché.
D'abord, j'ai trouvé sur le compte un retrait de 200 €. Donc déjà, jamais, il avait fait sorti des sommes comme ça. J'étais loin de savoir les tarifs des prostituées à ce moment-là aussi. Et puis, je sais plus comment ça s'est passé, mais enfin bon, en tout cas, quand il est revenu, je lui ai demandé et je l'ai harcelé parce qu'évidemment, il m'a dit mais non, et je l'ai harcelé. Il m'a avoué qu'il était allé voir une prostituée. Alors là, moi, je pensais qu'il était avec sa collègue, et alors là. Pour vous, c'était pire qu'il aille avec une prostituée, hein, c'est bien ça? Non, c'était pareil. Non, je crois que c'était pareil. Parce que souvent, quand un homme va voir une prostituée, c'est justement pour éviter d'avoir une relation extra-conjugale. Ouais. Hein, et il va vraiment chercher une relation sexuelle, même si avec les prostituées, les hommes parlent beaucoup aussi. Mais alors, en fait, j'avais trouvé une plaquette de Viagra où il y avait, je me souviens plus, admettons 3 comprimés. Et là, entre le moment où il est parti et le moment où j'ai fouillé, il n'y avait plus que 2 comprimés. Donc je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Et quelques temps après, et pendant tout ce temps, vous ne faisiez plus du tout l'amour? Si, moi j'ai eu un regain du coup, je me suis dit faut que tu te remettes en question, hein, il faut que, parce que qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, Valérie? Vous êtes blessée, vous vous sentez trahie, salie? Je suis perdue parce que donc ça s'est passé il y a 2 ans. Oui. L'année dernière, j'ai redécouvert c'est pareil, des ressentis de façon fortuite. J'ai retrouvé des recherches, ils cherchent sur Internet des rencontres avec des prostituées. D'accord. Mais vous êtes toujours ensemble donc? Oui, parce que je croyais que c'était fini, et donc l'année dernière non plus. Et là, depuis cet automne, on va dire, il se passe plus rien sur le plan de ses recherches sur Internet, tout ça, et on a repris une vie normale. Il se comporte tout à fait normalement. Et pour en revenir à votre thème de l'emprise, du coup, je sais qu'il faut que je parte parce que je me dis qu'à tout moment, ces pulsions, comme il dit, vont reprendre le dessus, et ça, cette fois-là, je ne vais pas pouvoir le supporter. Mais justement, qu'est-ce que vous supportez pas? Parce que il faut que vous partiez, c'est possible, mais il faut d'abord savoir pourquoi vous faudrait que vous partiez. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Je lui fais plus confiance. En fait, la perte de confiance. Et là, il peut rien y faire, quoi. Il me prouve que. On est en fin d'émission, Jean-Charles Bouchot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Valérie qui nous appelle et qui appelle au secours quand même? Qu'est-ce que vous voulez, Valérie, au fond? Vers quoi vous avez envie de vous tourner? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi est-ce que vous avez envie? Mais en fait, je souffre tellement que je ne vois pas d'autre solution que de partir au final. Je suis pas sûre, moi, Valérie, parce que en fait, vous souffrez parce que c'est toujours une souffrance de découvrir que l'homme. Est-ce que partir, c'est être attiré par un ailleurs, ou est-ce que partir, c'est vouloir que ça s'arrête? C'est pas la même chose. C'est vouloir que ça s'arrête. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas partir tout de suite. Là, il faut faire d'abord un travail, peut-être avec un thérapeute, et découvrir que j'entends la blessure que vous recevez dans l'estime de vous-même, vous vous sentez peut-être même sali parce que c'est une pute. Enfin, tout ça, je peux l'entendre, Valérie. Mais il faut, ça parle de vous, ça parle pas de lui. Il faut d'abord que vous compreniez ce que ça vous dit à vous. Et ensuite, vous pourrez à ce moment-là, peut-être avec un thérapeute, parler ensemble. Mais je crois qu'il y a de la souffrance chez vous et il y a de la souffrance chez lui. Et ces 2 souffrances qui se percutent et qui ne sont pas forcément le signe de la fin d'un couple. Donc, je crois vraiment qu'il faut pas partir pour arrêter de souffrir. C'est peut-être un signe de désir de renouveau, ce qui est en fin de compte bon signe. Douloureux, puisque vous avez retrouvé même du désir visiblement. Donc vraiment, ne partez pas comme ça, Valérie. Faites d'abord ce travail. Et puis, si en tout cas, faites le point entre vous et entre vous et lui. Et puis, si vous voulez, on peut vous reprendre demain à 14h, puisque Jean-Charles Bouchot sera à nouveau avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, de votre confiance, Valérie. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, Jean-Charles Bouchot revient. Demain, on abordera plus
précisément la question des PN, ce mot terriblement à la mode, pervers narcissique. Et ce qui m'intéressera, et ce sera donc dès 14h, c'est d'expliquer comment on devient pervers narcissique, parce que je crois que c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais on n'explique jamais les origines de... Ouais, puis on dit un peu tout et n'importe quoi. Eh ben, vous direz pas n'importe quoi. Non. Comme je vous fais confiance. On va remettre les pendules à l'heure. Voilà, je vous dis à tous à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.